Isaac Asimov. Il est certainement parmi les auteurs de science-fiction un de ceux qui représentent le mieux ce genre. En effet, Isaac Asimov fut non seulement un auteur prolifique de science-fiction, l'un des plus grands de l'âge d'or de ce genre, à la fois par la quantité et la qualité de son œuvre, il fut aussi un homme de formation scientifique, un homme rationnel qui croyait sincèrement que le progrès de l'humanité passait par la maîtrise du savoir scientifique, par l'application de la pensée rationnelle et scientifique, s'opposant clairement aux auteurs voyant en la science la némésis de l'humanité. Il ne dérogera pas de son point de vue qui nourrira l'essentiel de son œuvre à travers différentes thématiques. Alors que nombre d'auteurs de science-fiction utiliseront la science, la technologie futuriste, surtout comme un moyen de dépaysement, un générateur de merveilleux, voire un simple élément perturbateur, ou donneront clairement à la science le mauvais rôle, Isaac Asimov explorera, à l'instar d'autres excellents auteurs du genre, une science-fiction parsemée d'éléments possibles, cohérents, si ce n'est véritablement réalistes. Mais surtout, la science ne sera pas simplement un apport technologique à ses récits. Conscient que la science est avant tout un procédé de réflexion, une manière de penser, d'organiser son cheminement intellectuel, ce qui sera un élément essentiel à l'intrigue de la plupart de ses récits, l'on pourra ainsi dire que le véritable héros récurrent de l'œuvre d'Isaac Asimov est la science elle-même. Tout commença officiellement le 2 janvier 1920 à Petrovitchi, en Russie, où naquit Isaac Asimov. Sa famille émigre aux États-Unis au début de l'année 1923 alors qu'il n'a encore que 3 ans. On comprendra ainsi aisément que sa culture sera essentiellement américaine. L'enfant qu'est alors Asimov montre rapidement des signes d'une certaine agilité intellectuelle. Il rentre ainsi à l'école en sachant lire, s'étant débrouillé pour apprendre par ses propres moyens, ses parents ne sachant eux-mêmes pas lire l'anglais. Doté d'une grande intelligence, il avait selon ses propres dires un atout majeur, une mémoire édétique, aussi appelée mémoire absolue. Tandis qu'il grandit et continue sa scolarité, il est d'ailleurs naturalisé américain en 1928, il aide au magasin familial, y découvrant des magazines populaires où il fit connaissance, entre autres, avec la science-fiction. Il a ainsi 11 ans quand il commence lui-même à s'essayer à l'écriture de fiction. Une activité certainement très stimulante pour lui qui deviendra rapidement une passion qui ne s'arrêtera jamais. Les années passent et obtenant une bourse d'études grâce à ses excellents résultats scolaires, il entre à l'université de Columbia pour étudier la chimie et tout en faisant cela, ce qui représente déjà un travail conséquent, il écrit des histoires et finit par voir un de ses récits publié en 1939, une nouvelle intitulée « Au large de Vesta ». Les publications continuent et en 1941, il est repéré par un nom important de la science-fiction, John W. Campbell, lui-même excellent auteur du genre, à l'époque rédacteur en chef de la revue Astounding Stories, qui fut un très fort vivier de talent. Campbell, qui sent le potentiel du jeune auteur, l'encourage à continuer d'écrire et le paye même plus cher que ce qui était habituellement appliqué, et ainsi, fin 1941, ce ne sont pas moins de 15 nouvelles de notre jeune auteur qui auront été publiées dans Astounding Stories. Mais revenons un peu en arrière. En 1940, l'année où Isaac Asimov voit sa nouvelle Robbie publiée. Cette histoire, qui au premier abord pourrait sembler n'être qu'une histoire de robot parmi d'autres, se révélera être un tournant dans l'histoire de la science-fiction et même au-delà. Cette histoire est la première histoire de ce qu'on appellera ensuite le cycle des robots, constitué de dizaines de nouvelles et de plusieurs romans, et qui plus tard rejoindra même le cycle de Fondation. Mais n'allons pas trop vite et revenons-en à nos robots. Ainsi, dans cette nouvelle, Asimov place la première pierre d'un édifice immense. Avec cette histoire, lui-même dira avoir voulu sortir du schéma classique de type Frankenstein. Il voulait à tout prix éviter la trop habituelle histoire de créatures qui dépassent son créateur et dont il faut se débarrasser. Il désirait adopter une vision plus optimiste. Il voulait sortir d'une science-fiction où l'on résolve les problèmes en fuyant et combattant, d'une science-fiction jouant sur la peur, préférant une science-fiction où la réflexion est la solution. Au fur et à mesure qu'il écrit ses récits de robots, il développe un lore commun, et au fil des premiers récits apparaissent les 3 lois de la robotique, qui de ses propres dires fut d'ailleurs finalisé avec l'aide de John W. Campbell. Ces lois sont censées obliger un robot à fonctionner selon des règles bien précises, particulièrement afin de le rendre incapable de faire du mal à un être humain grâce à un système de logique d'inférence. Sur de nombreux récits, Asimov s'amusera avec ces lois, créant des tas d'occasions de les mettre à l'épreuve. Le jeu principal consistant à retrouver le chemin logique ayant amené un robot à commettre une action de premier abord impossible, trouvant là une magnifique occasion pour mettre en scène cette science-fiction de la réflexion qu'il aime tant, et qui sera l'une des marques fortes de son œuvre. On remarquera d'ailleurs que nombre de ses récits ont un schéma d'enquête, et ce n'est pas pour rien si Asimov aimera aussi écrire des romans policiers, même si ce n'est pas la partie de son œuvre restée à la postérité. Ainsi, dès ses premières histoires, le pourtant jeune auteur a déjà une vision très claire qui guide son œuvre. Et alors qu'il aurait pu se contenter de créer des histoires totalement indépendantes, étoffe son univers pour son plaisir et aussi celui de son lecteur. Et au détour d'une de ces histoires, il inventera même le terme de robotique, peut-être la première postérité d'Asimov allant au-delà du monde littéraire. Parallèlement, en 1942, paraît la première nouvelle mettant en scène la psychohistoire, titrée Fondation, ce qui deviendra le titre du recueil dans lequel sera publiée cette œuvre quelques années plus tard, devenant un chapitre d'une histoire plus vaste. Cette histoire marquera donc l'origine de ce qui sera connu comme le cycle de Fondation. Inspiré par la chute de l'Empire romain,
C'est l'occasion pour Isaac Asimov de continuer d'explorer la place de la science dans le progrès humain avec la création de la psychohistoire, une science capable de prédire le futur des hommes à grande échelle. Pour développer cette science de fiction, il s'inspirera d'un récit de Nat Schachner où le concept apparaît déjà, et se servira clairement de sa formation en chimie, particulièrement des lois statistiques et de la thermodynamique permettant de prévoir des comportements en utilisant les probabilités. Pour les multiples héros de ce vaste récit, la question sera d'utiliser au mieux cette science dont ils disposent pour sauvegarder autant que possible le savoir d'une humanité au bord du gouffre. Comme avec son cycle des robots, l'auteur explore une science-fiction contenant tous les apparats du genre, technologie futuriste, voyages intergalactiques, etc. Mais c'est encore une fois l'intelligence, le savoir, la science et la foi en celle-ci qui sont les véritables héros du récit. Fondation, d'abord une suite de nouvelles reliées par le même univers, deviendra un récit s'étalant sur plusieurs romans, devenant l'un des plus grands cycles du genre, l'un des plus appréciés encore de nos jours, et qui servira de référence à de nombreuses œuvres de science-fiction postérieures. Ainsi donc, le prodige Isaac Asimov, à tout juste 22 ans, a déjà entamé 2 ambitieux cycles de la science-fiction qui resteront dans les annales du genre, tout en ayant obtenu en 1941 une maîtrise de chimie et entamé un doctorat en biochimie. Prolifique, innovant, réussissant tout ce qu'il entreprend et reconnu par ses pairs, alors que la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée, il est déjà considéré comme un grand auteur du genre, et bien sûr le jeune prodige n'en restera pas là. Les années passent, les publications continuent. Il devient définitivement auteur à plein temps en 1958, ne perdant rien de sa passion pour l'écriture. Ainsi défilent les livres, les succès, ainsi que les récompenses qui à la fin de sa vie se compteront par dizaines. Une nouvelle passion viendra s'ajouter à celle de la création littéraire de fiction, celle d'écrire sur des sujets qui le passionnent, particulièrement, cela n'étonnera personne, sur les sujets scientifiques. Après tout, il était de formation scientifique, avait appris à maîtriser des concepts complexes, avait enseigné en université, et même si au final il ne fit pas de recherche dans sa carrière, il n'en était pas moins quelqu'un avec une forte connaissance en sciences. Ajoutons à cela son amour de l'écriture, et il avait finalement le CV parfait pour devenir un excellent vulgarisateur, et il se mit donc à écrire de la vulgarisation. Et s'il écrivit principalement sur des sujets scientifiques, certainement pris au jeu, il finira par écrire sur tous les sujets qui l'intéressaient, passant ainsi allègrement de la Bible à Shakespeare. Asimov écrit continuellement. Il est un nom connu, une référence, sûrement un des premiers auteurs de science-fiction à devenir une star du genre. Mais certainement pour des questions de faisabilité, le cinéma ou la télé ne s'intéressent pas directement à ses récits. Pourtant son influence dans la science-fiction et même la science se fera sentir au fil des décennies. Bien sûr, en tant qu'auteur à succès reconnu, il influencera nombre d'auteurs littéraires de science-fiction, mais également d'autres médias. On remarquera par exemple que dans Star Trek, dont l'auteur Gene Roddenberry deviendra ami avec Isaac Asimov, l'on retrouve l'idée d'une science amenant l'homme vers le progrès, et nombre des épisodes finiront par une résolution intellectuelle digne d'un récit d'Asimov. La deuxième série Star Trek, The Next Generation, fera d'ailleurs directement référence à Isaac Asimov, cité comme l'inspirateur du cerveau positronique du personnage androïde de Data. Au fil des décennies, selon les œuvres, des références ou des clins d'œil plus ou moins directs seront faits, certaines œuvres d'autres auteurs allant jusqu'à intégrer les 3 lois de la robotique. Ainsi, l'influence de son œuvre se verra disséminée de manière très variée dans tout un pan de la culture des 60 dernières années. Pour une adaptation officielle, il faudra attendre 1988 pour voir un film basé sur Quand les ténèbres viendront, intitulé La mort des 3 soleils, suivi en 1999 de L'homme bicentenaire, tiré de la nouvelle éponyme. En 2004 viendra le seul blockbuster inspiré par l'œuvre d'Isaac Asimov, iRobot, qui donnera la vedette à Will Smith. Et si sur le fond le film sera plutôt fidèle à son œuvre, le côté action grand spectacle et l'interprétation de Will Smith en laisseront plus d'un perplexe. À l'heure où j'écris ces lignes est diffusée sur un service de streaming la série Fondation, tirée bien sûr de son œuvre du même nom, dont le projet d'adaptation était annoncé à Hollywood depuis une vingtaine d'années. Il n'y aura donc point de film, mais au final une série luxueuse, qui à la vue des épisodes déjà diffusés, n'est que partiellement fidèle sur la forme à l'œuvre dont elle s'inspire. Mais il est certainement encore trop tôt pour juger du respect à l'esprit d'Asimov. De plus, étant donc un auteur très populaire aux USA, il sera amené souvent à s'exprimer sur sa vision du futur. Et il se révélera d'une grande pertinence, décrivant ce qui n'était alors que de la technologie balbutiante, voire encore à l'état de concept, comme faisant partie intégrante de notre vie, ce qui depuis est bien devenu la réalité dans laquelle nous vivons, particulièrement sur tout ce qui touche à l'informatique. Il laissera une autre postérité dans le monde des sciences, la plus populaire étant certainement le véritable robot Asimov, bien sûr baptisé en référence à cet auteur qui laissera une empreinte autant chez les créateurs de fiction que chez les ingénieurs et scientifiques. On comprendra aussi facilement que sa réflexion sur le comportement robotique ne laissera pas indifférent les personnes travaillant dans ce domaine, ces lois de la robotique ayant même été intégrées dans des algorithmes par une équipe de chercheurs en 2019. Les années passeront. Au fur et à mesure que l'empreinte du maître s'enracinera dans tout un pan de notre culture, il continuera d'écrire de la fiction. Et après avoir fini d'un côté son cycle des robots, et de l'autre son cycle de fondation, il finira par relier ces 2 cycles par des histoires complémentaires,
créant ainsi un univers de science-fiction immense parsemé de tas d'histoires passionnantes. Le tout composé d'un cycle de 19 livres, alimenté par sa passion de l'écriture toujours vivace et conservant la vision qui avait guidé ses premiers récits des décennies auparavant. À côté de ses activités d'écrivain, il deviendra le président de l'American Humanist Association, une association à but éducatif promouvant l'humanisme selon un point de vue agnostique et athée. Association dont il avait reçu le prix de l'humaniste de l'année en 1984. Prenant son rôle à cœur, il sera un président actif jusqu'à son décès en 1992. Il sera hélas l'une des nombreuses victimes du virus du sida, qu'il avait contracté suite à une transfusion sanguine lors d'une intervention chirurgicale en 1983. La véritable raison de son décès ne sera révélée qu'en 2002, car hélas en 1992, on préféra éviter les controverses auxquelles était souvent associée cette maladie. L'homme nous quitta donc, mais son œuvre, immense, est toujours présente. L'œuvre d'un homme passionné, persuadé que la maîtrise du savoir scientifique, la pensée rationnelle, était le devenir de l'homme. Avait-il raison? Hélas, à défaut de maîtriser la psychohistoire, nous devrons attendre que l'avenir nous le confirme ou non. Voilà, j'espère que cette présentation d'Isaac Asimov vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à une prochaine vidéo.